On va commencer du coup avec un point sur l'actualité. Donc, comme je vous disais, en gros, on a eu beaucoup de mouvements cette semaine. On va vraiment parler de beaucoup de choses, mais cette fois, on va passer moins de temps sur chaque contenu pour enchaîner plein de contenus. Vous allez voir, vraiment, ça a été une semaine très très mouvementée. Et je vais commencer du coup avec le GBTC qui rattrape son retard. Alors, le GBTC, c'est un produit financier qui est fourni par Grayscale. C'est pas un ETF, c'est un produit qui est backé par des vrais bitcoins, mais qui avait pendant ce bear market la particularité d'avoir complètement dévissé par rapport au prix du bitcoin. C'est-à-dire que sur un bitcoin qui allait au plus bas autour des 16 000 $ sur le marché spot, on est descendu au niveau des 8 000 $, équivalent 8 000 $ sur le GBTC. Aujourd'hui, cet écart est en train de se remettre sur pied. C'est-à-dire que là, on est sur un équivalent bitcoin autour des 23 600 $, là où le vrai bitcoin est autour des 30 000. Et je pense que c'est une question de temps avant qu'on revienne sur un ratio 1-1. On en a déjà parlé dans une émission précédente. Et qu'est-ce qui expliquait ça? Tout simplement la perte de confiance de la part du marché quant au fait que des ETF allaient être validés, et donc du fait de la valeur de leur Grayscale Bitcoin Trust. Mais en l'occurrence, vu qu'on est de plus en plus sûr, du moins on a le sentiment que l'ETF va être validé, en fait, ces Bitcoin Trust auront une vraie valeur. Un trust égale un ETF égale un Bitcoin. Et donc, ceux qui ont eu les couilles d'acheter au plus bas ce produit financier vont pouvoir récupérer le fruit de leur risque. On va continuer. En fait, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ce qui s'est passé, c'est que sur le Telegram de Cointelegraph, qui est le plus gros média monde, on va dire, autour des crypto-monnaies, il y a des gens qui ont balancé des fake news pour dire qu'un des ETF Bitcoin, celui de ProShares, je crois, allait être validé. Et je sais pas par quel moyen. Celui d'iShares qui est celui de BlackRock. Ok, qui est celui de BlackRock. Ok, je savais pas ça. Et du coup, donc, ce qui s'est passé, c'est que au début, les gens se sont affolés à la news dès que ça a été tweeté par Cointelegraph. Ça a été tweeté juste derrière. Il n'y a pas eu de check de l'information, visiblement. Donc, le BTC, il est passé de quoi? De 27 000 à 30 000, quelque chose comme ça. Et ça a été direct rejeté quand un membre de BlackRock a démenti l'information, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on peut voir juste ici. On a eu une gigabougie de la mort, voilà, j'ai une bonne mémoire, de 27 000 à 30 000. Ça a été rejeté, mais on a quand même fait une belle journée dans le vert, et depuis, ça a mis un coup de boost sur le marché. Pourquoi? Parce que ça a montré au marché que si cette information revient, mais pour de vrai cette fois, avec un vrai ETF, c'est bullish. En tout cas, c'est ce que ça laisse présager. Donc là, on est autour des 30 000 $ sur BTC. Je sais pas si ça va durer. Ça, tu nous en parleras sur la partie technique. Donc du coup, toujours sur cette histoire d'ETF, partie d'une fake news, on a JP Morgan, qui est un peu un des patrons du capitalisme, qui prévoit l'approbation imminente des ETF Bitcoin Spot par la SEC. Alors, il faut savoir que notre ami CryptoPixou, ici présent, a fait un superbe article où justement, il a listé tous les ETF Bitcoin Spot qui sont prévus avec les noms et les dates. Donc, sachez qu'il y en a un gros paquet qui arrive, et à partir du moment où il y en a un qui pourrait être validé, et visiblement celui d'Arca Invest, ça va partir. Donc, peut-être pas qu'ils seront tous validés, mais très probablement une grosse partie. Et ça va être extrêmement positif pour les cryptos, parce que à l'époque où on a pu voir des ETF sur l'or, ça a été extrêmement positif pour le cours de l'or. Donc on peut imaginer que ce sera la même chose pour Bitcoin. Ouais, à noter qu'ici c'est les Bitcoin. On a noté uniquement Bitcoin. Il y a aussi des cas pour des ETF Ethereum. Je crois qu'il y en a 3-4 encore, tout ça. Ethereum. On continue du coup. Le layer de Manta pivote d'OpenStack à Polygon. Alors OpenStack, souvent ça vous parle peut-être pas, mais en fait c'est la stack technique d'Optimism qui est mise à disposition aux autres projets pour construire. Donc Manta, c'était un des nombreux Layer 2 qui devait se construire. On n'a pas encore fait d'analyse fondamentale dessus, mais je l'avais dans le viseur. Et donc ils ont dit l'optimistic rollup finito. On switch sur du ZK Rollup. J'ai mis entre parenthèses Validity Rollup parce que, en fait, notre ami Abdel, par exemple, n'aime pas quand on parle de ZK Rollup d'en parler pour des projets qui ne sont pas des transactions privées. Il préfère en parler pour des projets justement de rollup pour de l'exécution. Quand je parle de transactions privées, je pense à Aztec par exemple. Donc, il faudrait qu'il y ait un consensus de marché pour dire Validity Rollup à la place de ZK Rollup quand on veut parler de l'option 2 par rapport à Optimistic Rollup, et parler de ZK Rollup quand on parle de rollup pour des transactions privées. Voilà. Et bref, pourquoi ce move? Bien tout simplement parce que visiblement les ZK Rollup sont plus sécurisés, et que OpenStack, qui est une des intégrations d'Optimistic Rollup, ne fournit pas de preuve de faute qui serait jugée essentielle pour ce type de rollup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres Optimistic Rollup qui ne fournissent pas la preuve de faute. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette information? Eh bien, le passage de l'OpenStack au ZK Rollup devrait prendre entre 6 et 9 mois pour le projet Manta. On s'attend bien entendu à voir un token Manta. Rien de sûr, rien de validé, mais voilà, pour les chasseurs d'airdrop, prenez cette information en considération. Il y a peut-être un coup à jouer ici. Ensuite, donc, on a FTX qui propose de restituer 90% de ses actifs. 90% de ce qui a été perdu, mais 90% de ce que détient actuellement
FTX. Donc c'est une proposition de mise à jour qui a été faite. Affaire à suivre. Sachez qu'on a sur le site de Coin Academy tout le procès en direct de SBF et bien sûr de son entourage, donc Caroline, etc., qui est mis à jour constamment par Alex de l'équipe de rédaction. Donc si vous voulez savoir en temps réel tout ce qui se passe, n'hésitez pas. Tous les liens seront bien entendu en description sur YouTube et je me permets aussi de vous les mettre dans le chat. Ensuite, donc j'ai remis ton tweet que tu as sorti tout à l'heure parce que je pense que c'est une information extrêmement intéressante au sujet de la capitalisation des stablecoins. Il faut savoir que le fait que la capitalisation globale des stablecoins augmente est souvent signe de bonne santé du marché. On voit cette capitalisation chuter depuis le début du bear. Et là, potentiellement, cette capitalisation pourrait rebondir. J'aimerais que tu nous en parles très rapidement. Comment tu surveilles cette information et comment tu le verrais? En fait, déjà, je voulais faire un gros big up à Glassnode pour le coup, parce que moi, je suis un abonné de Glassnode Studio, qui est disponible. Vous pouvez checker sur Google Glassnode. Et franchement, tout à l'heure, j'ai passé un bon 40 minutes à checker tous les dashboards, tous les trucs et tout. Et j'ai trouvé des trucs trop intéressants. Donc franchement, je vous recommande vivement d'utiliser Glassnode. Il y a une version gratuite et après, vous avez des données supplémentaires si vous payez avec 2 tiers, je crois, supplémentaires. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à check. Et par rapport à ce que je vois, en fait, historiquement, peut-être zoomer un petit peu, historiquement, quand en fait, on a de l'émission de stablecoin, en général, on est en bull market, ou en tout cas, ça signifie, je dis bien la plupart du temps ou historiquement, une augmentation de la demande pour les crypto-monnaies, en fait. Parce que tout simplement, quand il y a de l'émission de stablecoin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une entité, ça peut être n'importe qui, mais il y a une entité qui va voir, par exemple, Circle, ça peut être un institutionnel, ça peut être une banque, ça peut être un mec richissime, qui va voir Circle ou qui va voir Tether, et qui leur dit, ok, moi j'ai 10 millions d'euros, je vous fais un virement, et en échange, vous me donnez 10 millions d'USDT. Et donc, à partir de là, c'est là où ils vont émettre de nouveaux stablecoins. Donc là, pour le coup, on a vu qu'il y a une baisse de l'émission des stablecoins, voire justement moins de stablecoins disponibles sur le marché, tout simplement parce que s'il y a moins de stablecoins, ça veut dire que des gens ont redeem, c'est-à-dire qu'ils ont dit, moi j'ai 100 000 USDT, j'aimerais avoir 100 000 euros sur mon compte en banque directement en passant par l'émetteur. Alors, je suppose que ces institutions, quand je parle de banques, quand je parle d'institutionnels, de personnes individuelles qui sont assez riches, ça peut être aussi des exchanges. Donc ça peut être aussi Binance qui dit voilà, moi j'aimerais, j'ai plein de retraits, j'ai besoin d'avoir du cash, donc voilà, je te file 100 000 USDT, tu me files 100 000 euros et comme ça je peux exécuter un retrait. Enfin bref, je suppose qu'ils bulk un petit peu tout ça, donc ils rassemblent un petit peu toutes ces actions là. Mais voilà, en tout cas ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins de stablecoins qui sont retirés du marché, comme tu peux le voir en fait avec les petits histogrammes en rouge en bas. Tu vois qu'il y a une sorte de tendance haussière. En tout cas, il y a une tendance haussière dans le fait que il y a de moins en moins de stablecoins qui sont retirés du marché. Et là, on est en train de possiblement de revenir à l'équilibre, ou en tout cas peut-être repasser dans le vert. Et du coup, on voit historiquement que lorsqu'on commence à avoir à nouveau de la demande et de l'émission de stablecoins, c'est plutôt positif pour le marché. Donc affaire à suivre. En tout cas, il y a pas mal de choses qui s'alignent dans ce sens-là. Je vais pas prendre ça pour argent comptant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois une petite barre verte sur ce graphique-là, je vais pas aller all-in sur le marché. Mais si j'ai des éléments techniques qui me font croire que le marché est haussier, ou en tout cas pour aller plus haut, et que je vois ça, ça peut augmenter mes convictions dans certains trades, dans certaines positions. Donc c'est juste un élément de réassurance dans ma prise de décision, plutôt qu'un élément ultra important, un élément décisif. Mais ce qui est aussi intéressant au prochain bull market, c'est de voir l'émission de stablecoin. Donc là, pour le coup, en bull market, en général, on n'a que de l'émission de stablecoin, donc de nouveaux stablecoins qui sont ajoutés. Et si on voit que ces émissions baissent au fur et à mesure du temps, on peut s'attendre aussi que la demande pour les crypto-monnaies baisse aussi d'une certaine manière. Et tu vois que d'un point de vue purement stablecoin, le moment où on a commencé à avoir de la divergence, c'est-à-dire qu'on a des prix qui font que monter, mais l'émission de stablecoin qui ne fait que diminuer, le moment où on a commencé à casser un gros support, on est passé en bear market. Si tu regardes, c'est le moment où on a commencé à passer dans le rouge, et c'est le moment où on a cassé le support de mémoire des 36 000, 38 000 dollars dans ces eaux-là. Donc voilà, désolé pour l'analyse graphique de Capet là, avec des trades partout. En tout cas, c'est quelque chose que je surveille. Si on a un bull market et que les émissions de stablecoin ne font que baisser, ça, ce sera un élément qui pourra me dire, ok, peut-être que le top est in, ou en tout cas, ce serait peut-être le moment de se calmer sur mon exposition marché, parce que il y a de moins en moins de demandes pour le marché. Et à l'inverse, moins il y a de stablecoins qui sont retirés du marché, plus ça peut être un phénomène qui peut être considéré comme bullish. Donc affaire à suivre. J'enchaîne sur une autre actu. Alors c'est le cas Lightning Network. Alors c'est un petit peu du réchauffé sans être du réchauffé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lightning Network, bon, c'est un layer 2 sur Bitcoin qui permet avec Bitcoin de faire des transactions instantanées et avec des frais quasiment
inexistant. Projet qui a commencé à sortir en 2017, qui s'est mis de plus en plus en place à partir de 2019. Il faut savoir que dès le début, Lightning Network a été critiqué parce que ça pouvait rajouter des failles de sécurité dans l'écosystème. Et donc, même si c'est pas Bitcoin en tant que tel, c'est un layer 2, ça peut être mauvais délire pour Bitcoin. Là, en l'occurrence, on a un développeur de Bitcoin qui a soulevé des problèmes relatifs à la sécurité sur Lightning Network. C'est pas le premier, mais ça a continué de remuer la merde. Et donc, je vais être très honnête avec vous. Je l'ai lu, relu, re-relu. J'ai pas tout compris. Si ce n'est cette petite phrase qui est: cette faille permettrait à l'attaquant d'utiliser la règle d'interdiction des doubles dépenses pour empêcher les utilisateurs de récupérer leur Bitcoin. Voilà. Ce que suggère le développeur de Bitcoin, c'est qu'il faudrait peut-être faire une mise à jour, type peut-être même soft fork, mais au pire hard fork sur Bitcoin, pour éviter d'avoir ça au sein du réseau Lightning Network. Et généralement, les hard forks sur Bitcoin, c'est pas trop la tasse du marché, quoi. Affaire à suivre. J'ai vu d'autres personnes sur Twitter dire: ouais, bon, ça fait un peu de drama, mais vous inquiétez pas trop, franchement, ça va. D'autres critiques qui ont été de dire: ouais, il y a plein de failles qui ont été relevées sur Lightning Network depuis des années et qui n'ont pas été corrigées. Affaire à suivre, je tenais à vous en parler. Il y a une explication de ce vecteur d'attaque qui est directement dans le tweet fourni dans le Coin Hebdo pour ceux qui veulent essayer de comprendre ce qu'il en est. Moi, je vous avoue que pour une fois, je me suis fait un petit peu sortir de par la technicité de l'attaque. Donc, je serais pas capable de vous l'expliquer, mais peut-être que vous y arriverez. Ensuite, on va parler de Binance. Je vais avoir beaucoup de choses à vous dire sur Binance aujourd'hui. Pour commencer, eh bien, tout simplement, c'est Binance US, donc l'entité aux US de Binance, à ne pas confondre avec le reste des activités de Binance, qui retire les retraits en fiat, c'est-à-dire les retraits en dollars. Donc, il y a eu, entre autres, la révocation de l'assurance FDIC pour les fonds USD de Binance. Donc là, c'est retrait directement des dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Binance continue d'exister, mais pour les gens qui veulent sortir de la plateforme, il va falloir convertir une crypto-monnaie en stablecoin ou en autre chose et sortir ces crypto-monnaies. Mais il n'y aura pas de retrait en fiat jusqu'à nouvel ordre. Ça ne veut pas dire que ça continuera. Il faut savoir aussi que l'activité Binance US, c'est pas non plus le gros de leur business, mais on continue d'être sur leur code, quoi. Donc, affaire à suivre. Bah, Binance US, c'est plus ou moins inexistant d'une certaine manière, où ils sont en train de tout couper, quoi. Enfin, moi c'est ce que j'avais compris. Donc, en vrai, c'est des énièmes news négatives par rapport à Binance US, mais il n'y a rien d'étonnant. C'est une suite logique pour moi, de ma perception. Peut-être que, encore une fois, on n'est pas les plus renseignés sur Binance US, mais pour le coup, moi, de ce que j'ai compris, Binance US, c'est finito, quoi. Et ensuite, on a eu donc la directive exécutive et directrice générale adjointe qui... Alors, le timing est intéressant parce que je l'ai interviewé en août à Biarritz. Léo l'a interviewé il y a quelques semaines. Départ juste derrière. Pas de justification particulière, si ce n'est un départ propre. Alors, il y a de la supposition et du concret. Ok. Moi, j'ai demandé de commenter, elle a pas commenté. Enfin, j'ai pas explicitement demandé de commenter, mais j'en ai parlé, elle m'a pas répondu à ce sujet-là, en ce qui concerne Binance, du pourquoi, du comment. Et la deuxième chose que j'ai trouvé assez intrigante, et là, encore une fois, je tiens à dire que c'est de la supposition. J'ai pas de données confirmées par rapport à ça. Mais j'ai trouvé ça très marrant que Asher, donc Owen, annonce avant tout le monde cette nouvelle, comme si elle lui en avait parlé. Et sur LinkedIn, il a mis dans son message pour annoncer qu'elle partait, comme quoi c'est un gros coup dur, en fin de message, je vous donnerai de ces nouvelles dans les prochaines semaines quant à son avenir. Donc moi, personnellement, ma supposition possible par rapport à ça, c'est que peut-être qu'elle rejoigne une des entreprises de Asher ou de ON. Peut-être encore une fois que c'est totalement faux. Je pense que c'est une supposition qui a le droit d'être émise, en tout cas. Moi, dans tous les cas, je pense que si elle quitte Binance, que ce soit pour rejoindre une autre entreprise ou une entreprise de ON, ce que ça me laisse sous-entendre, c'est que soit le privé c'est pas fait pour elle, mais à ce moment-là, si elle rejoint une entreprise d'ON, c'est que c'est pas la réalité. Et donc, si on part du principe qu'elle rejoint une autre entreprise privée, pour rester dans le privé, tout simplement, le problème à ce moment-là, c'est Binance. Parce que pour qu'une directrice générale adjointe de Binance, en tout cas ici la filiale France, parte, voilà quoi. Donc moi je vais pas aller plus loin dans le FUD ou dans ces explications-là, mais moi en tout cas personnellement c'est mon interprétation. Je sais pas si j'aurais dû dire ce que j'ai dit. J'ai une petite info supplémentaire pour ceux qui disent: ah, ça arrive des départs des entreprises. C'est vrai, mais la même semaine... Non mais faut arrêter, j'ai fait une interview d'elle 2 semaines avant en disant attends, c'est n'importe quoi, il y a plus d'arrivées chez Binance que de départs, on dramatise tous les départs des dirigeants, il y a même pas tant de départs que ça, et derrière elle part.
Franchement, Bah, regarde, moi juste, donc j'ai un ami qui m'a donné cette information, je suis allé la vérifier avant l'émission, effectivement, j'ai l'info sur LinkedIn. On a Ambre Potier, je sais pas à quel point elle était haut gradée chez Binance, parce que l'actuelle chef du compliance France de Binance, elle est toujours là-bas. En tout cas, Ambre Potier quitte Binance la même semaine. Et elle avait pour rôle, elle, chef de projet réglementation conformité et affaires publiques chez Binance, elle s'occupait de la KYC, elle s'occupait de plein de sujets. Donc on a quand même des départs qui sont en même temps. Je réfléchis à vote, mais Ouais, en tout cas, les c'est timings sont possible. intéressants. Et j'en parlais avec Nathan Nomix, enfin je parlais pas de ça exactement, mais dans une des interviews que j'ai publiées récemment pour comprendre les tokenomics, etc., je parlais avec Nathan qui de base était aussi sur de la compliance et qui avait aidé Just Mining à avoir le PSAN, etc. Et il expliquait qu'en fait la compliance, à l'époque, Owen était en mode on va te prendre juste pour une mission pour le faire, et qu'au final c'était une mission à temps plein parce que c'est continu, quoi. Et donc ça enlève un peu le fait de se dire ok, le gros de la compliance de Binance a été fait, et ils en ont plus besoin. Non, c'est un travail acharné en continu. Tout pousse à croire que c'est quelque chose de vraiment négatif pour Binance et qu'il y a un truc chelou. Mais voilà, moi personnellement, ça me rassure pas, pour être très honnête. J'ai quasiment aucun fonds chez eux. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, donc on a Binance, retour des dépôts et retrait en euros. Donc c'est un retour qui se fait progressivement. Ils auraient visiblement trouvé des nouveaux partenaires pour remplacer le groupe PaySafe pour la partie euro. Donc quel est le problème initial? Le problème initial, c'est que les retraits en euros avaient dégagé, que les paires crypto to euro avaient dégagé aussi. Donc là, on a quelque chose qui est en train de se remettre en place. C'est pas acté pour tous les utilisateurs, c'est en train de se faire progressivement. J'ai vu une amie d'ailleurs voir son argent bloqué depuis le mois d'août. Là, c'est pareil. Tenez-nous au courant aussi. Sur Twitter, sur le Discord du club, si jamais les choses se sont débloquées pour vous. Ensuite, on a Binance qui met fin à sa carte crypto en Europe pour le moment. Donc, tout ce qu'il faut retenir cette information, c'est que vous pouvez continuer d'utiliser votre carte crypto jusqu'au 20 décembre et continuer à en commander jusqu'au 6 décembre si ça vous intéresse l'utiliser. 2 semaines, truc un peu chelou, tu sais. Mais voilà. Et bon, bah, c'est jusqu'à nouvel ordre. Le pourquoi du comment, on sait pas trop, mais ça continue chez Binance. Il continue de se passer plein de trucs. Ah, c'est lourd. On a un début de victoire pour Ripple, c'est-à-dire que la SEC retire les accusations contre les dirigeants. Ça ne veut pas dire qu'elle se retire du procès contre Ripple et la vente au retail et la vente aux institutionnels, dont on va voir la suite potentiellement en avril 2024. Mais c'est un début de victoire. On vous en avait parlé, je crois, il y a 2 semaines ou 3 semaines dans une émission. On vous disait en fait que la SEC, elle a tellement attaqué sur tous les fronts qu'elle commence à manquer de ressources. Et ben aujourd'hui, elle a décidé de lâcher certains dossiers pour se concentrer sur les autres. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a Tether qui s'engage à une transparence totale avec des rapports en temps réel prévus pour 2024. Si c'est le cas, c'est extrêmement positif. Ça va rassurer beaucoup de monde. Ça fera pas C'est pas trop tard sur le passé. Ça fera pas une croix sur le passé, mais en tout cas, ce sera plutôt positif au présent parce que voilà. Eh les gars, on est clean, on vous a quasiment jamais partagé de rapport, mais là c'est bon là les gars, c'est bon. On partage en temps réel, on est chaud là. Ouais, donc bon, je vous l'ai présenté dans plein On va pas se d'émissions, mais il y a plaindre, peut-être des gens mais- qui connaissent pas trop. Quand vous tapez Tether Transparency sur Google, vous avez la page Transparency sur Tether, qui est pas transparente du tout en fait, où elle vous dit le supply de Tether en dollars, mais aussi en euros, en monnaie chinoise, etc. Ensuite, les différentes blockchains sur lesquelles il y a la monnaie, la répartition des jetons dans le report and reserve, c'est tout en fait. C'est le seul semblant de transparence que vous avez. Derrière, Mais vous tu avez connais pas la des maturité audits, des bonds. Tu vois, ils disent qu'ils ont beaucoup d'argent, genre en mode cash equivalence, donc genre en mode c'est genre comme du cash, sauf que en fait c'est dans des bons du trésor américain, ce genre de choses. Alors précision, là j'ai pas l'info sous la main, mais sachez que tous les projets de stablecoin cumulés, ça représente le 16e plus gros holder de bons du trésor au monde. J'ai vu cette info sur Messari. Pas négligeable, tu vois. Ça veut dire que l'écosystème crypto petit à petit s'immisce dans l'économie américaine. Voilà, pour terminer cette émission, moi j'ai noté également qu'il y a des jeux Web3 cool qui vont arriver là, que ce soit sur Ultra ou ailleurs. On a Phantom Galaxy qui va être disponible sur plusieurs launchers dont Ultra. On a également Metalcore qui est un jeu où vous pouvez être soit la première personne, soit la troisième personne en mode jeu de tir type Halo, Battlefield, etc. Vous avez aussi la possibilité de conduire des mechas, donc vous pouvez être dans des grosses machines pour vous tirer dessus. Et on a également Shrapnel qui est un jeu de tir AAA qui devrait sortir en décembre sur Epic Games, et lui il est hébergé sur Avalanche avec son propre subnet Avalanche. Donc il y a du mouvement de manière générale. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.